Comment conjuguer connectivité et sécurité dans la transformation digitale des entreprises aujourd'hui? C'est ce dont nous allons parler avec mes deux invités du jour. Suivez-moi. Et mes invités pour ce talk, Laurent Lemaire, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes Chief Business Officer Orange Cyberdéfense. Raphaël Marichès, bonjour, bienvenue. Bonjour Jeanne, merci. Heureuse de vous recevoir. Vous êtes Chief Security Officer Europe du Sud chez Palo Alto Networks. Alors on va se parler tout de suite de votre partenariat. Comment est-il né ce partenariat, Laurent, avec Palo Alto? Palo Alto est un acteur de la sécurité depuis très longtemps et donc on a un partenariat avec Orange Cyberdéfense qui sont les experts de la sécurité du groupe Orange et le partenariat s'appuie aussi sur la double compétence réseau qui est portée par Orange Business Services. Raphaël Marichès, pourquoi ce partenariat avec Orange? Alors nous, chez Palo Alto Networks, on conçoit les outils logiciels qui vont protéger nos vies dans le monde numérique d'aujourd'hui et de demain. Mais la sécurité, c'est des outils, c'est aussi des gens et des procédures. Et en ce qui concerne les gens et les procédures, il était naturel pour une société comme la nôtre qui vient de la sécurité réseau, du pare-feu Next Generation et qui est en train de s'ouvrir à la cybersécurité au sens large, il était naturel de se rapprocher des acteurs experts des réseaux qui, eux, s'ouvrent aussi à la sécurité et donc du groupe Orange. Alors justement, au-delà de votre partenariat et pour mieux comprendre, pour mieux illustrer comment vous travaillez ensemble main dans la main, on ne peut pas passer à côté de l'actualité. Je vous propose donc de découvrir cette vidéo qui est en fait une allocution de notre président de la République. C'était il y a quelques jours et vous allez le voir, ça prend tout son sens. Regardez. Merci aux équipes de Lancy et d'Orange Cyberdéfense du travail avec les DSI et les équipes sur place pour venir au plus vite, essayer de régler ces crises. Je pense qu'on a pu voir à travers vos témoignages et ces retours d'expérience à quel point ces attaques cyber, qui peuvent paraître très abstraites, qui c'est vrai ne faisaient pas partie du quotidien de notre pays, dont on parlait peu, peuvent en quelques instants venir percuter tout un système d'organisation. Et vous l'avez très bien dit, désorganiser l'utilisation d'un dossier médical, empêcher la stérilisation nécessaire aux interventions chirurgicales, ne plus permettre de visualiser les images, au fond, ne plus permettre ce qui est le cœur du travail et nous met dans une situation de grande vulnérabilité. Une situation de grande vulnérabilité, notre actualité, le fameux ransomware dans les hôpitaux. Vous avez travaillé ensemble, main dans la main, pour régler la situation. Quand on a des situations dramatiques, comme celle qui s'est passée il y a quelques jours maintenant, comment est-ce que Palo Alto Networks et Orange travaillent ensemble? La première chose à faire, là, quand il y a une crise de ce type, c'est d'intervenir évidemment en urgence avec des sortes de ceintures noires de la cyber, qui sont experts en connaissance des attaques et qui interviennent pour établir un diagnostic. Que s'est-il passé? Par où l'attaquant est-il entré? Quelle est la situation? Voilà. Et pour faire ça, on s'appuie notamment sur des outils, des technologies de détection et de réponse qui s'appellent XDR. Raphaël? Alors justement, sur cet exemple précis, les équipes d'Orange Cyberdéfense en situation d'urgence vont déployer notre outil XDR qu'on appelle Cortex et dont l'objectif sera de détecter et de répondre aux incidents de sécurité. L'outil est là pour aider l'humain à réagir vite, pour aider l'humain à prendre des décisions, je ne vais pas dire à sa place, mais à l'aider à prendre des décisions par le machine learning et par l'automatisation. Et même si on arrive après la première intrusion, l'outil va nous aider à caractériser l'attaque, de quoi on parle, et va nous aider, va aider les équipes de réponse à incident à rétablir, à reconstruire les systèmes d'information grâce à en fait, l'accélération des opérations de reconstruction, puisqu'on va reconstruire avec des systèmes qui seront par nature déjà sécurisés. Alors, vous avez utilisé une sémantique très particulière, reconstruire, opération. On est un peu dans le champ lexical presque d'un hôpital aussi. Si on devait faire une comparaison, on peut imaginer qu'une cyberattaque, c'est un accident. Dans ces cas-là, si on le considère, on considère aussi qu'il y a des spécialistes en fait, qui vont répondre à ces problématiques, des métiers d'urgence, mais des urgences cyber. C'est quoi ces métiers ? C'est une très bonne analogie. On peut dire que quand une entreprise subit une attaque, elle est paralysée et elle peut être touchée à différents endroits, exactement comme par exemple un accidenté de la route qui arrive aux urgences à l'hôpital. Donc il faut, quand le grand accidenté arrive,
on procède d'abord à un diagnostic, ce qu'on vient d'évoquer, et puis après, le chirurgien, par exemple, va mobiliser différentes spécialités en même temps pour parer au plus pressé et séquencer les différentes opérations. Voilà. Ouais. Bon, ce rôle, donc dans la cyber, c'est à peu près pareil. Après le diagnostic, et même pendant que le diagnostic continue, on intervient déjà avec un chef d'orchestre, en fait, un chef de projet, qui, au fur et à mesure où le diagnostic progresse, va séquencer différents types d'interventions, avec des interventions d'analystes, comme on l'a dit, et aussi des spécialistes de mise en œuvre de solutions qui vont servir à détecter, tester, puis isoler, un peu comme pour le Covid. On teste, on isole les éléments qui sont infectés. On les isole du reste du réseau, on les soigne, et c'est une fois qu'ils sont soignés que progressivement on les rebranche au reste du réseau pour éviter la propagation du virus. Très intéressant. Raphaël? Alors, tout comme le chirurgien utilise une panoplie d'outils, là aussi, on va déployer des outils à différents endroits du système d'information, bien sûr sur le réseau, mais aussi sur le poste de travail, sur les serveurs et sur les infrastructures d'hébergement de type cloud. Et ces outils vont observer ce qui se passe en termes de protocoles de communication, en termes de comportement des systèmes. Et ces outils vont permettre de prendre des décisions en temps réel, soit de remédiation, soit de blocage sur des actions qui sont des actions malveillantes ou des comportements anormaux. Et quand on observe dans le monde de la santé ou dans le monde médical, on voit de plus en plus de protocoles qui sont très spécifiques. Ça peut être des machines connectées à des ordinateurs de type scanner, de type IRM, de type radio, avec des comportements qui sont un peu particuliers. Et cette capacité à observer des comportements qui ne sont pas standards, qui ne sont pas juste du web, celle-là, nous en disposons, et avec l'arrivée de la 5G et l'explosion de l'Internet des objets qui va s'en suivre, de plus en plus, on devra être capable, grâce à ces sous-titres, de caractériser un certain nombre de comportements, de protocoles très propriétaires, de machines-outils, de protocoles industriels, y compris de protocoles médicaux. Alors aujourd'hui, avec cette crise sanitaire que l'on connaît maintenant depuis plus d'un an, malheureusement, et qui perdure, les gens travaillent de plus en plus de chez eux. On sait maintenant que les attaques, elles viennent de l'extérieur. Comment est-ce qu'on s'adapte à ce travail qui n'est plus en présentiel ? C'est sûr qu'avec le télétravail, l'explosion du télétravail, il y a des usages très différents tout simplement. D'abord, il faut pouvoir se connecter à son entreprise ou à son entité à distance. Donc on active des solutions de réseau à distance. Sauf que parfois, pour faire de la vidéo, on va utiliser plutôt un logiciel de vidéo grand public parce que ça passe plus facilement. Puis en fait, on va l'utiliser sur un équipement personnel, le téléphone ou la tablette, etc. Donc il y a eu la frontière pro-perso est plus compliquée. Et aussi, on fait appel à des produits un peu grand public pour partager les documents lourds, etc. Bref, on s'appuie de moins en moins sur les solutions entreprises liées au réseau et on multiplie les usages qu'en temps normal, on considérait comme dangereux. Donc, en gros, on augmente la surface d'attaque pour les attaquants. Et donc, il faut déployer à la fois des bonnes pratiques, mais aussi des solutions qui permettent de sécuriser ce qui est devenu un nouveau périmètre d'attaque. Oui, tout à fait. Et puis peut-être de l'éducation aussi pour faire comprendre aux gens quelle est la part de responsabilité de chacun. Exactement, dans ces nouveaux usages. Tout à fait. Raphaël, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, tu as raison Laurent, l'utilisateur se déplace, mais les applications aussi, elles ne sont plus nécessairement dans l'entreprise, dans le data center traditionnel. On les trouve aujourd'hui dans le cloud computing, le nuage, et peut-être bientôt en bordure du réseau. Et le responsable sécurité de l'entreprise ou de l'administration face à cela, il va avoir aujourd'hui un challenge assez considérable qui est d'avoir une vision cohérente des politiques de sécurité qui sont appliquées, quel que soit l'endroit où se trouve l'utilisateur et quel que soit l'endroit où s'exécute la charge de travail. Alors justement, Raphaël, et je vais vous poser cette question à vous, comment est-ce qu'on assure une utilisation et l'expérience utilisateur dont vous venez de parler aussi optimale, tout en pensant à la sécurité en continu? Parce qu'on l'aura compris, la sécurité, ça reste le fil directeur aussi. C'est vrai. Alors, c'est vrai aussi bien pour les opérateurs des outils de sécurité que pour les utilisateurs. La sécurité, vous l'avez compris, va s'exécuter à différents endroits du système d'information. Et il ne faut absolument pas que quand on active de la sécurité, on dégrade l'expérience utilisateur. Et comme la sécurité s'exécute à plein d'endroits différents du système d'information, c'est là que l'on a besoin d'un réseau ou même deux réseaux au pluriel qui soient fiables, qui apportent une faible latence et qui fonctionnent de manière efficace. Laurent, vous voulez ajouter quelque chose à ce que vient de dire Raphaël ? Disons que c'est ce qui illustre en fait la puissance du partenariat où on s'appuie à la fois sur des compétences de sécurité et des compétences de réseau pour assurer la qualité de bout en bout. D'accord. C'est quoi le futur de la sécurité si on se parle
aujourd'hui de ça. On a dit c'est le fil conducteur, c'est hyper important, il faut éduquer, il faut avoir de bonnes pratiques, etc. Qu'est-ce qui nous attend ? Bon, alors, de manière très générale, ce qui nous attend, c'est que les attaques vont continuer, vont s'amplifier et vont continuer à se diversifier. Ok, Voilà. d'accord. Les nouvelles attaques, en fait, ne remplacent pas celles d'avant, elles s'ajoutent. Donc, il y a vraiment... c'est pour ça qu'on voit une prise de conscience très forte, et comme on l'a vu avec l'allocution présidentielle. C'est devenu un sujet très grand public, et c'est normal, il faut continuer. Voilà. Après, si on suit un peu le fil de notre discussion, une brique importante qui va constituer les moyens de répondre à cette menace toujours grandissante, c'est ce qu'on appelle le SASI. C'est un terme un peu barbare qui veut dire Secure Access Service Edge. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire penser la sécurité de bout en bout, au plus près de l'utilisateur et de ce que l'utilisateur utilise, que ce soit dans le télétravail ou que ce soit le chirurgien avec le matériel qui est branché en 5G aux serveurs qui sont potentiellement infectés et qui paralysent tout l'hôpital, comme on l'a vu. Donc la sécurité au plus près de l'utilisateur, mais aussi qui peut sécuriser l'accès à la donnée où qu'elle se trouve, et qu'elle se trouve dans l'entreprise ou qu'elle se trouve, comme on l'a vu, dans le cloud. Pour avoir un coup d'avance sur ceux qui vont faire des attaques ? Voilà, il faut vraiment être capable de comprendre où se trouve la donnée et de la protéger où qu'elle soit et au plus près de l'utilisateur, parce que c'est là que c'est le plus efficace. Raphaël Marie-Chaise. Alors, bien sûr, on a parlé d'automatisation, on a parlé d'aide à la décision, on a parlé d'orchestration, de machine learning, d'intelligence artificielle, mais tu as raison, le SASI est une des briques fondamentales de la cybersécurité de demain et même, je dirais, d'aujourd'hui. Et pour que le SASI fonctionne, il faut absolument qu'on ait réalisé la convergence entre la sécurité et la connectivité, comme on l'a vu tout à l'heure, parce que c'est le seul moyen, en fait, d'assurer une expérience utilisateur et en même temps une sécurité de bout en bout entre l'utilisateur et l'endroit où se déroule le traitement de ces informations. Merci beaucoup, Raphaël Marie-Chaise, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci, Laurent Lemaire, d'avoir été présent aussi. On a compris beaucoup de choses avec vous. C'était un talk très intéressant et on comprend mieux la responsabilité de chacun aussi au sein de l'entreprise. On gardera ça à l'esprit. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau talk. Alors, restez bien en notre présence. À tout à l'heure. Orange.